Mesdames et messieurs, bonsoir, où que vous soyez. Je vous souhaite la bienvenue à ce numéro exceptionnel de votre émission depuis Washington. Nous avons le privilège de vous retrouver aujourd'hui pour vous transmettre les impressions, commentaires, analyses et points de vue les plus importants concernant l'opération sécuritaire de haut niveau menée avec succès par les forces de sécurité marocaines. Cette opération vient couronner des décennies d'efforts constants et de travail acharné visant à protéger les vies humaines et à contrer les menaces des organisations terroristes qui tentent d'atteindre la sécurité et la stabilité du Royaume du Maroc. Cet événement ne souffre guère de digressions ou de débats inutiles car il s'agit de la sécurité d'une nation, d'un pays que le monde reconnaît comme un havre de paix. فهي حاضرة على لسان ضيوف كرام لبوا نداءنا ليسوا جيرانا لنا ولا تجمعهم. Quant aux réponses, elles seront apportées par nos invités de marque qui ont bien voulu partager leur expertise et leur éclairage sur le sujet. À travers eux, nous mesurons la place du Maroc parmi les nations et saluons les efforts exceptionnels déployés par le Royaume et ses services de sécurité pour faire face au terrorisme, tant au niveau national qu'international, en collaboration avec les grandes puissances mondiales. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Mark Feifel, ancien directeur adjoint de la National Security Agency des États-Unis et ancien directeur de la communication de la Maison-Blanche sous la présidence de George W. Bush. Nous accueillons également M. Norman Rowell, ancien officier de la CIA au Moyen-Orient et expert reconnu en matière de contre-terrorisme et de criminalité transnationale. L'ancien colonel David Desroches, chercheur et ancien agent de liaison du Pentagone auprès des forces de l'OTAN, est également parmi nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de recevoir les perspectives de M. Clark Cooper, Senior Fellow à l'Atlantic Institute, ancien secrétaire d'État adjoint et ancien diplomate de haut rang, ainsi qu'un ancien fonctionnaire du Pentagone. Enfin, comme à l'accoutumée, notre chroniqueur, M. George Landrit, avocat et ancien candidat républicain en Virginie, directeur de l'American Frontiers of Freedom Institute et ami du Maroc, partagera son analyse. Que cet épisode est spécial et dédié à l'événement que nous analysons aujourd'hui. Alors, nous commencerons par les premières impressions de nos 5 invités à la suite de cette opération terroriste avortée. Il me semble qu'il n'y a rien de particulièrement surprenant dans cette situation car l'Algérie entretient des relations de coopération avec des acteurs tels que l'Iran, la Russie et Daesh. Je tiens donc à exprimer ma satisfaction quant à l'efficacité des services de sécurité marocains qui ont su protéger les citoyens marocains. Cela témoigne, à mon sens, de compétences cruciales. En effet, lorsque l'on a des voisins potentiellement dangereux comme le Maroc, on a avec l'Algérie, il est primordial de disposer des moyens nécessaires pour protéger sa population contre de telles menaces terroristes. Ce genre d'action incarne exactement ce que l'on attend d'un gouvernement qu'il assure la sécurité de ses citoyens. Je pense que le Maroc mérite des éloges à cet égard. Un excellent travail qui revêt une importance capitale. Examinons tout d'abord la situation générale du Sahel et des régions subsahariennes dans leur ensemble. Une situation qui, comme nous le savons, est particulièrement complexe. Cette complexité exige une approche multiforme, capable de répondre non seulement aux défis posés par le terrorisme, mais également à ceux relatifs à l'extrémisme violent. Ce dernier en particulier représente un phénomène insidieux qui se superpose aux autres menaces. Si l'on prend en compte
reste la nature transrégionale de la facilitation du terrorisme. Il devient évident que les ressources, les militants et les messages liés à cette menace ne se limitent pas à un seul territoire, mais circulent à travers différentes régions. Il n'est donc guère surprenant de découvrir des armes matérielles dont certaines semblent provenir du Mali ou d'endroits encore plus éloignés. Nous nous souvenons qu'il n'y a pas si longtemps, à l'apogée de Daesh, ce groupe bénéficiait d'un réseau de facilitation financière globale et recevait un soutien d'autres nations. Ce réseau était vaste et leur capacité à recruter ainsi qu'à faciliter le déplacement des combattants étrangers était d'envergure mondiale. Cela nous enseigne que la menace persiste, bien qu'elle ait évolué au fil du temps en fonction de l'attention qui lui a été accordée. Chaque découverte d'un arsenal caché ou de la perturbation d'un complot rappelle que cette lutte ne prend jamais fin. Les gouvernements doivent faire preuve de vigilance constante pour prévenir de nouveaux actes terroristes. Bien que les menaces ne disparaissaient pas, il est rassurant que le citoyen moyen ne soit pas toujours conscient des efforts entrepris en son nom pour le protéger. Néanmoins, chaque rappel, chaque incident constitue un avertissement que ces menaces demeurent, malgré les progrès réalisés. Je pense que le principal défi actuel réside dans le fait que l'ennemi, cette cellule, cherche à déstabiliser, à diffuser des messages et à exploiter les ressources limitées dont il dispose. Ce que l'on peut observer, c'est qu'il ne s'agit pas d'une vaste cache d'armement, mais néanmoins, cela témoigne des intentions de l'organisation. Les terroristes semblent laisser des indices comme l'enterrement de caches d'armes dans le but de signaler leur présence, notamment au gouvernement marocain. Bien qu'ils ne disposent pas du même nombre d'armements ou de ressources que par le passé, ils demeurent une organisation terroriste significative. Le fait d'avoir dissimulé ces éléments dans un journal en provenance d'un pays voisin illustre clairement leur tentative d'utiliser la désinformation pour faire passer leur message. Cela peut également être un moyen d'induire les enquêteurs en erreur en faisant croire que l'origine du journal et la date inscrite pourraient être différentes de la réalité. Il est possible de constater que cela est récent, que ce n'est pas quelque chose qui date de plusieurs années, mais plutôt des dernières semaines ou mois. Si l'on prend en compte ces éléments, on peut voir que cela reflète leurs actions actuelles. Le Maroc se trouve en ce moment dans une situation stratégique avec la Coupe du monde de football prévue pour 2030. Le pays se prépare activement en construisant des stades et des infrastructures. Parallèlement, le roi met en place l'initiative atlantique qui, pour cette organisation terroriste, est une source d'inquiétude. Cette initiative va en effet ouvrir de nouvelles perspectives pour l'Afrique du Nord-Ouest, en favorisant des relations avec l'Europe et l'Amérique du Nord, grâce au commerce, à l'emploi et à d'autres domaines que les terroristes souhaitent empêcher. En outre, il convient de considérer l'évolution de la situation en Ukraine, par exemple, où les négociations entre les Russes et les Ukrainiens sont en cours. Cela diminue l'influence de l'administration Trump et met l'Algérie voisine du Maroc dans une position délicate, d'autant plus qu'ils sont proches de la Russie. L'isolement militaire, économique et diplomatique de la Russie affecte également les capacités de l'Algérie, qui se trouve dans une situation difficile. Toutes ces dynamiques se déroulent simultanément et ce qu'une organisation terroriste cherche à accomplir dans ce contexte, c'est précisément la déstabilisation. And what a terrorist organization wants to do is destabilize it. Thank you for having me on. Je vous remercie de m'avoir invité. Le récent succès du Maroc en matière de sécurité nous offre de nombreuses leçons à cet égard. Tout d'abord, il souligne la remarquable capacité et la vigilance des services de renseignement et de sécurité marocains
qui se distinguent par leur professionnalisme. Ces services sont des partenaires stratégiques pour les États-Unis et de nombreux autres pays, et nous apprécions grandement ce partenariat. Ce succès qui inclut non seulement la saisie d'armes, mais également l'identification et l'arrestation de plusieurs militants suspects, témoigne de la mise en œuvre d'une approche opérationnelle sophistiquée et complexe, qui ne peut être réalisée que par les meilleurs services de sécurité au monde. Le Maroc figure parmi ces derniers. Cependant, cet événement nous rappelle également que le problème reste persistant et chronique et qu'il est probable qu'il perdure. Il s'agit d'un environnement difficile et complexe, propice à l'émergence de groupes terroristes, en particulier dans les régions où ces derniers peuvent bénéficier d'un refuge, voire de la sympathie de certaines populations, parfois au-delà des frontières nationales. Ce phénomène est donc susceptible de se prolonger. Les États-Unis comptent sur le Maroc pour assurer non seulement la sécurité du royaume, mais également celle de leurs ressortissants présents sur le territoire. Je suis convaincu que l'administration Trump continuera à renforcer cette relation stratégique. Toutefois, au-delà de cette coopération bilatérale, il est crucial que la communauté internationale soutienne le Maroc dans ses efforts pour stabiliser la région. En effet, les terroristes exploitent souvent la pauvreté et les conditions difficiles d'autres pays comme levier pour recruter et diffuser leur propagande. Le Maroc, de son côté, a activement œuvré à l'établissement d'une zone économique destinée à soutenir le développement des États du Sahel et à améliorer les conditions de vie de leur population. En somme, bien qu'il semble peu probable que cette problématique se résolve à court terme, nous pouvons avoir confiance en la solidité des services de sécurité marocains. Le Maroc se trouve dans une position unique de vulnérabilité face aux attaques de Daesh en raison de sa localisation sur la principale voie d'accès au Sahel, une région où Daesh continue de se développer. De plus, il existe des États en faillite à proximité, ce qui rapproche davantage le Maroc de l'Europe. Cette situation a conduit à une augmentation des flux migratoires dans cette direction, un phénomène qui offre à Daesh des opportunités d'infiltration. La position géographique du Maroc rend sa sécurité particulièrement précaire. La possibilité d'infiltration à travers la frontière algérienne demeure un problème de sécurité important pour le Maroc. Les récentes opérations de sécurité que j'ai pu observer, notamment dans les vidéos disponibles, montrent un haut degré de professionnalisme. Les techniques utilisées étaient de premier ordre et il est évident que ces actions ont été menées sur la base de renseignements substantiels et précis. Il est clair que les forces de sécurité marocaines, qui bénéficient d'une grande reconnaissance à l'échelle internationale, ont su identifier rapidement une menace et y répondre de manière efficace et professionnelle. وحول أهداف الإرهابيين وأسبابها أكد ضيوفنا الكرام. Concernant les objectifs des terroristes et leurs motivations, nos invités ont souligné que ces motifs trouvent leur origine tout d'abord dans la situation stratégique du Royaume du Maroc et la série de succès qu'il a remportés sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Ensuite et surtout, ils sont liés à la présence du Front Polisario à la frontière maroco-algérienne, un groupe dont les liens suspectés avec des organisations terroristes opérant dans la région du Sahel et du Sahara. Ont été à plusieurs reprises corroborés par des preuves tangibles. Ces relations se sont intensifiées au point qu'un des chefs du groupe terroriste Daesh a été identifié comme membre du Front Polisario. L'objectif principal est de nuire à la réputation de stabilité du Maroc et de tenter de réorganiser les forces après les échecs diplomatiques successifs du Front Polisario et de son allié l'Algérie qui en a souffert. Écoutons-les. D'après les éléments dont nous disposons, il reste à déterminer la nature exacte des liens entre le Polisario et ses divers groupes. Cependant, il est évident qu'il existe des connexions, bien que l'efficacité de ces mesures ne soit pas entièrement certaine. Ce que nous avons observé avec les Houthis au Yémen, soutenus par l'Iran,
montrent que lorsqu'ils opèrent à proximité de l'océan, ils ont la capacité de perturber et d'interrompre le commerce maritime. En effet, ils ont réussi à réduire considérablement le trafic maritime civil dans la mer Rouge. La situation dans la partie atlantique, la proximité des entrées de la mer Méditerranée et le mouvement le long de la côte atlantique de l'Afrique sont évidemment cruciaux pour les approvisionnements en énergie en provenance du golfe de Guinée, ainsi que pour toutes les expéditions reliant l'Asie à l'Europe, tant que le canal de Suez reste effectivement fermé par les Houthis, bloquant ainsi la mer Rouge. Il me semble tout à fait logique d'aborder les faits tels qu'ils se présentent. Je soutiens que le Front Polisario est indiscutablement une organisation liée au terrorisme. La situation serait différente s'il s'agissait d'un mouvement politique prônant la paix, mais ce n'est manifestement pas le cas. Il est évident qu'à ce stade, fort de l'historique que nous avons, il serait parfaitement raisonnable que les États-Unis et d'autres nations désignent le Front Polisario comme une organisation terroriste. Malheureusement, certains pays continuent de soutenir ce type d'activité terroriste. Et je considère que l'Algérie fait partie de ces nations, devant être traitées en conséquence. So that's a decision that I think that Mr. Rubio, the new Secretary of State, Je pense donc qu'il serait judicieux que M. Rubio, le nouveau secrétaire d'État, examine cette question de manière approfondie. Comme vous le savez, M. Rubio connaît bien cette région et est parfaitement conscient des défis considérables auxquels l'Algérie est confrontée. Il a rédigé plusieurs lettres et participé à de nombreuses auditions, ne ménageant pas ses mots lorsqu'il était sénateur de Floride. Aujourd'hui, il apporte cette expertise au département d'État des États-Unis. Il est donc tout à fait plausible qu'il prenne des initiatives dans cette direction, notamment en ce qui concerne le Front Polisario, en le désignant et en renforçant les mesures diplomatiques pour signaler au monde que cette organisation représente une menace. De plus, comme nous le savons, la zone géographique où le Maroc et le Polisario sont engagés est d'une importance capitale pour la libre circulation, les échanges commerciaux et les déplacements d'équipements. Toutes ces activités cruciales pour la région. Les terroristes sont conscients que s'ils perturbent l'économie, ils peuvent affecter l'équilibre mondial. Pour une organisation terroriste, cela représente une opportunité stratégique extrêmement désirable. Ainsi, cette question devrait être une priorité pour les États-Unis, l'Europe et tous ceux qui souhaitent mener des échanges légaux dans l'Atlantique et la Méditerranée. Si vous êtes une organisation terroriste ou un État soutenant le terrorisme, le Maroc constitue une cible stratégique majeure car, comme vous l'avez souligné, sa position géographique permet de se déplacer vers de nombreuses autres régions. Cependant, cela me ramène à mes deux affirmations précédentes. En effet, la position géographique du Maroc est essentielle non seulement pour la sécurité et la prospérité régionale et internationale, mais aussi pour la prospérité de son propre peuple. Elle restera toujours cruciale pour des groupes tels que Daesh, l'Iran ou d'autres éléments terroristes, cherchant à perturber la navigation au large de la côte atlantique, pénétrer en Europe ou opérer vers le sud dans d'autres pays. Cela met en lumière une nouvelle fois la nécessité de faire confiance aux forces de sécurité marocaines. Il est également primordial que les partenaires du Maroc, en particulier les États-Unis, mais aussi l'Europe et les partenaires africains, coopèrent activement avec les forces de sécurité marocaines, s'associent à elles et apprennent d'elles afin de repousser ces militants. La présence de Daesh en Afrique est indéniablement significative.
Bien que les groupes terroristes ne soient pas toujours nombreux, ils peuvent être extrêmement meurtriers. Et il n'est pas nécessaire d'avoir une grande quantité d'armes complexes pour commettre des attentats meurtriers. Il s'agit d'un objectif difficile à atteindre qui exige une approche collective. L'avantage que nous avons réside dans le fait que les services de sécurité marocains jouissent non seulement d'une solide réputation, mais aussi d'un partenariat efficace. Les États-Unis en sont très reconnaissants et impressionnés, et d'autres pays partagent ce sentiment, bien que je ne veuille pas être trop optimiste, car cette situation nécessite une vigilance constante pour vaincre les terroristes. Il est crucial de souligner que si les terroristes remportent une victoire, ce serait une défaite terrible. Je suis néanmoins convaincu que le gouvernement marocain et ses services de sécurité prennent cette menace très au sérieux. Et si nous poursuivons cette approche, nous atteindrons le succès escompté. Vous suivez toujours un épisode spécial de votre émission depuis Washington, consacré aujourd'hui à la lutte du Maroc contre le terrorisme à l'occasion du succès de l'opération sécuritaire préventive menée par les services de sécurité marocains. Dans la section suivante, nos invités se pencheront sur la question de la coordination régionale, ou plutôt sur l'absence de cette coordination entre les pays de la région, afin de prévenir la menace croissante du terrorisme. Cette absence de coopération résulte principalement de l'intransigeance de l'Algérie et de sa guerre diplomatique contre tout ce qui touche au Maroc et ses intérêts. Poursuivons. Vous avez déjà évoqué certains défis historiques auxquels les États-Unis ont dû faire face après les attentats du 11 septembre 2001. Ces défis ne sont toutefois pas propres à un seul pays. Depuis longtemps, des débats internes ont eu lieu pour déterminer qui détient l'information. S'agit-il des armées, des forces de l'ordre, des services de renseignement ou d'autres entités ? C'est une question qui se pose dans chaque capitale, mais elle se trouve exacerbée lorsque les voisins ne communiquent pas entre eux. La situation devient encore plus complexe lorsqu'un problème interne se transforme en un enjeu plus vaste, notamment l'absence de coopération. Si l'on considère les conditions actuelles à la frontière entre le Maroc et l'Algérie, notamment dans la zone sud-ouest et sud-est, où le Polisario est actif, il semble évident qu'une collaboration plus étroite est nécessaire. Cependant, il est également important de renforcer la coopération dans les zones où le Maroc a déjà établi des partenariats et des alliances. Il existe en effet plusieurs enjeux ici, des problèmes de sécurité évidents, le front Polisario historiquement lié à l'Iran et au Hezbollah, comme le montre la rupture des relations diplomatiques du Maroc avec l'Iran en 2018 suite à ces preuves. Il y a également des préoccupations concernant des liens potentiels avec Daesh, ce qui augmente la menace dans la région. Cette situation, bien que datant de 2018, a poussé le Maroc à revoir ses relations avec l'Iran et à renforcer la sécurité de ses frontières. Au fil des années, des mesures de renfort ont été mises en place. J'ai été témoin de ces renforcements à plusieurs reprises, notamment dans la zone frontalière avec l'Algérie, et en particulier dans le Sahara, où la nécessité de systèmes de surveillance avancés, d'une présence militaire accrue et de forces de l'ordre est apparente. Dans ce domaine, les États-Unis ont collaboré pendant des années, apportant des ressources, des renseignements et des informations supplémentaires pour renforcer les dispositifs existants. Cela revêt une importance particulière, car l'impact dépasse le cadre du Maroc pour concerner l'ensemble de la région. Il est donc évident que la situation devient plus difficile lorsqu'il existe des problèmes de communication interne au sein des ministères de l'Intérieur et de la Défense dans les pays respectifs. Le problème s'aggrave encore lorsque les pays voisins ne coopèrent pas. Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara marocain.
un territoire que le Polisario cherche à obtenir en vain depuis de nombreuses années. Cette reconnaissance de la souveraineté marocaine est une position affirmée depuis l'administration Trump, poursuivie sous l'administration Biden et qui demeure en vigueur sous l'administration actuelle Trump 2. Cela représente désormais une réalité incontestable. Cela ne signifie pas que le Polisario disparaîtra ou cessera ses actes de violence, ni que ses partisans se dissiperont. Toutefois, cette reconnaissance est essentielle, car il est crucial de résoudre ce problème. Il constitue en effet une aubaine pour Daesh et d'autres groupes terroristes. Ces derniers savent que leurs meilleures cibles sont celles où il n'y a pas de coopération, où il n'y a pas de partenariat solide et où des fossés existent entre les services de sécurité. C'est dans ces domaines qu'ils rencontrent le plus de succès. Pour être précis, aux États-Unis, après les attentats du 11 septembre, notre propre enquête interne, menée pour améliorer nos services de renseignement et de sécurité, a révélé que les failles entre nos différents services avaient contribué à cette vulnérabilité. Ce phénomène est observable au Sahel et en Afrique du Nord, à une échelle bien plus vaste, où de nombreux groupes exploitent ces lacunes entre les services. C'est particulièrement regrettable car les peuples d'Afrique du Nord partagent des liens linguistiques, historiques et culturels communs. Ces similitudes pourraient constituer une base solide pour établir la coopération nécessaire en matière de sécurité. En matière de sécurité, on dit toujours que la politique ne doit pas interférer car les décideurs politiques peuvent se disputer, parfois pour des raisons valables, parfois non. Mais les services de sécurité doivent être séparés de ces enjeux car leur mission est de protéger les populations et de garantir leur sécurité. Malheureusement, dans ce contexte, les politiques ont contaminé ce qui devrait être un partenariat fondamental. Une fois de plus, les services de sécurité marocains sont un partenaire exceptionnel et de grande qualité. Chers téléspectateurs, nous marquons une courte pause et reviendrons dans un instant. Bienvenue dans cette deuxième partie de cet épisode spécial de votre émission Depuis Washington, consacrée aujourd'hui à vous présenter les perspectives d'un groupe d'élite, d'experts et de spécialistes dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Nous entamons cette section en mettant en lumière l'importance de la coopération et de la coordination maroco-américaine dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que le rôle de précurseur joué par le Royaume du Maroc. Ce dernier, grâce aux capacités et à l'expertise de ses services de sécurité, est devenu un modèle à suivre au niveau mondial. Ces services ont été et continuent d'être reconnus pour leur capacité à détecter les menaces terroristes, non seulement pour le Maroc, mais également pour un grand nombre de pays frères et amis. Les États-Unis organiseront l'exercice annuel africain Lion dans quelques mois, probablement en avril ou mars. Comme vous le savez, cet événement entraînera l'arrivée d'un nombre considérable de personnel, de matériel et d'équipements dans cette région d'Afrique, dans le cadre d'exercices diversifiés à un moment où la situation géopolitique est particulièrement complexe. Nous observons les événements au Moyen-Orient et en Afrique, et les États-Unis cherchent à définir leur structure de commandement pour les années à venir. Bien entendu, si l'administration Trump cherche à réduire ses activités, où se situe AFRICOM dans cet environnement? Cherche-t-il à se stabiliser dans un foyer plus sûr et plus pérenne? C'est peut-être l'une des questions à laquelle les terroristes tentent de répondre. Cherchons à empêcher une présence militaire américaine active. Parallèlement, il y a également M. Trump qui pourrait préférer une empreinte militaire moins marquée. Ces dynamiques évoluent donc dans le cadre international, notamment en matière de diplomatie, d'armée et de renseignement en temps réel.
Les États-Unis ont exprimé leur volonté de limiter leurs engagements à l'international en insistant sur la nécessité que ces actions soient spécifiques et ciblées. Les terroristes, de leur côté, perçoivent cela comme une opportunité pour s'implanter dans diverses régions. Ils cherchent à étendre leur territoire, à renforcer leur recrutement, à accroître leur financement et à exercer une plus grande influence, créant ainsi des divisions, des conflits, de la mort et du chaos. Nous traversons donc une période particulièrement difficile à l'échelle mondiale, marquée par de nombreuses incertitudes. Cette situation exige une coopération internationale plus étroite que jamais. Nos services de renseignement doivent travailler en parfaite synergie, comme c'est déjà le cas entre le Maroc, l'Occident et les États-Unis. Cette collaboration est plus que jamais essentielle pour assurer la sécurité de nos communautés et relever les défis actuels. Mon conseil au peuple marocain, un peuple merveilleux, est d'abord d'exprimer notre gratitude envers les États-Unis pour leur partenariat de longue date et pour le partage de leur magnifique culture avec nous depuis de nombreuses décennies. Les États-Unis sont un partenaire ancien, fier et essentiel pour le Maroc. Je dirais également au peuple marocain, tout comme aux citoyens américains, de continuer à faire confiance à leurs forces de sécurité en reconnaissant leur vigilance et leur professionnalisme. Il est important de les encourager à poursuivre le travail qu'elles accomplissent avec tant de compétences et de les inciter à coopérer davantage avec des partenaires étrangers qui peuvent apporter des renseignements, de la technologie et d'autres formes de soutien pour renforcer les relations avec les États-Unis. Et je tiens à souligner que je ne parle pas de politique, bien que cela soit certes important, mais d'un principe fondamental. Nous devons nous entraider, nous soutenir mutuellement dans cette période. Dans le même temps, la communauté internationale est actuellement fragmentée. Les institutions internationales, souvent, ne sont pas particulièrement puissantes. Et parfois, elles semblent même perdre de leur pertinence sur le terrain, comme nous le souhaiterions tous. Je pense cependant que cette dynamique pourrait changer. Si je m'adressais par exemple aux dirigeants américains, je leur dirais qu'il est essentiel de toujours traiter le Maroc comme un ami et un allié, car ce pays l'a littéralement prouvé au cours de plusieurs siècles. Il est donc tout à fait logique que nous menions des entraînements communs, que nous collaborons, que nous partagions des renseignements et ainsi de suite. Cette coopération doit absolument continuer. En ce moment, il est question de réduire les dépenses inutiles au sein du gouvernement fédéral des États-Unis. Toutefois, je tiens à souligner que toutes les dépenses engagées par les États-Unis pour soutenir le Maroc dans son rôle de pacificateur en Afrique sont judicieusement utilisées et qu'il n'y a aucune raison de les diminuer. Voilà le conseil que je donnerai aux Américains. Quant au Maroc, je lui conseillerais de poursuivre sur la voie qu'il a tracée. Si l'on examine le leadership qu'il exerce et le respect dont il bénéficie à l'échelle mondiale, il est évident qu'il est largement admiré. Si l'on se rend en Europe, en Afrique ou au Moyen-Orient, on constate que le Maroc est globalement respecté. Bien sûr, l'Iran, qui soutient le terrorisme, pourrait ne pas apprécier le Maroc. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on regarde autour de soi, le monde a un grand respect pour ce pays. Il y a une raison à cela. Je leur dirais donc de continuer sur cette voie, car ils ont exercé un leadership très efficace. Et le monde les reconnaît comme tels. Les risques, notamment ceux auxquels le personnel militaire est confronté, font partie intégrante de la mission. Toutefois, il ne s'agit pas de risques aveugles, mais de risques gérés. L'investissement stratégique en Afrique, représenté par des initiatives comme l'exercice African Lion, repose sur des réciprocités entre tous les États participants.
Le Maroc, en tant qu'État fondateur de ce vaste exercice multilatéral, joue un rôle clé. Mais il existe des intérêts communs bien au-delà du Sahel. Si l'on considère des zones de sécurité plus larges, que je qualifierais de concentriques, et que l'on élargit un peu la perspective, cela nous amène à ce que les États situés au nord de la Méditerranée envisagent en termes de sécurité de stratégie dans le cadre de la zone atlantique. Refuser cette vision plus large serait un manque de clairvoyance. Je parle en connaissance de cause, ayant servi en Afrique du Nord avec l'armée américaine, ainsi que dans d'autres régions d'Afrique avec notre interagence. Il existe indéniablement une valeur partagée à maintenir une présence, car cela contribue à renforcer l'interopérabilité entre les différentes forces. Cependant, il est important de revenir à l'aspect fondamental de cette question, à savoir le partage d'informations. Ce partage est crucial car il permet au Maroc et à d'autres États non seulement de mener des actions autonomes, mais aussi de les réaliser de manière plus efficace et avec une plus grande capacité d'intervention. Les relations entre les États-Unis et le Maroc en matière de sécurité existent depuis de nombreuses années, comme vous l'avez souligné. En effet, l'assistance militaire américaine au Maroc remonte à plusieurs générations. Personnellement, j'ai eu l'opportunité de fréquenter l'Académie royale militaire de Meknès en 1984 dans le cadre d'un échange de cadets et nous avons également accueilli des cadets marocains à West Point. Ces liens remontent donc à longtemps. Toutefois, notre principale préoccupation aujourd'hui réside dans l'escalade des tensions. Il n'y a véritablement aucune raison valable, si l'on examine la situation sous l'angle politique et économique, de justifier une telle escalade. Des relations bilatérales plus étroites entre l'Algérie et le Maroc seraient non seulement extrêmement bénéfiques pour les deux pays, mais favoriseraient également la stabilité régionale. Il semble, cependant, persister un vestige du nationalisme de la guerre froide, où l'Algérie, dirigée par une élite militaire, semble encore guidée par une mentalité héritée de 1958, époque où les luttes de libération étaient au cœur des préoccupations. En revanche, le Maroc, qui a vu le développement rapide du train à grande vitesse et l'expansion de son industrie manufacturière en partenariat avec l'Europe, semble résolument tourné vers l'avenir. Je pense que vous avez soulevé un défi majeur, à savoir que l'Occident et nos alliés dans la lutte contre l'extrémisme semblent souvent éradiquer un leader pour qu'un autre émerge rapidement et prenne sa place. Ce phénomène persiste depuis bien avant l'arrivée d'Oussama Ben Laden en Irak et en Afghanistan, ainsi qu'au Yémen, au Liban et dans d'autres régions où des groupes terroristes cherchent à déstabiliser les pays. Lorsque j'étais au Conseil national de sécurité et au département de la défense, nous éliminions une cellule terroriste ou un individu, comme par exemple Abu Mus'ab al-Zarqawi, le leader d'Al-Qaïda en Irak. Il a été éliminé lors d'une opération qui nous a permis de collecter des renseignements précieux et de suivre ses traces. Cependant, peu de temps après, un autre leader est apparu pour prendre la relève de cette cellule. Ce cycle perdure et il s'agit d'une bataille continue. La solution réside dans la coopération, en particulier entre les agences de renseignement, les forces militaires et les diplomates, afin d'assurer une communication fluide entre tous ces acteurs. Il est essentiel que nous comprenions parfaitement la situation et que les services de renseignement, les militaires et les diplomates travaillent ensemble. Trouvons des solutions utilisant les technologies et les informations disponibles, qu'elles soient humaines ou électroniques, et en les partageant de manière cohérente. Cela permettrait de garantir la sécurité de nos citoyens et de prendre des décisions éclairées sur la manière d'exporter du personnel ou de protéger nos populations. C'est véritablement l'une des priorités qui doit se concrétiser, quel que soit le président des États-Unis, quel que soit l'état des relations au sein de l'OTAN, ou les autres sujets souvent relayés dans les gros titres.
Bien qu'il y ait de nombreux problèmes actuellement, ces professionnels et dans une certaine mesure les politiciens et les responsables élus doivent se concentrer sur l'obtention d'un niveau de paix durable en collaborant avec tous les acteurs de la sécurité pour promouvoir des solutions efficaces. En ce qui concerne la récente découverte de cette cache d'armes, c'est une occasion d'examen minutieux. Nous devons analyser cette situation de manière approfondie, comme une autopsie, en nous demandant pourquoi ces armes ont été laissées là. Pourquoi ont-elles été enveloppées dans du papier journal? Pourquoi un fusil russe en particulier a-t-il été trouvé sur place? Il est crucial de comprendre ce message et ce que ces groupes cherchent véritablement à accomplir afin de déterminer comment nous devons réagir face à cette menace. وقبل الختام مشاهدينا الأعزاء نعود ونعرض عليكم Avant de conclure, chers téléspectateurs, nous souhaitons revenir sur une opinion qui soulève une question importante concernant la gravité des éléments découverts par les services de sécurité marocains, soigneusement enveloppés dans des journaux provenant du pays ami du Mali, qui entretient de bonnes relations et une coopération active avec le Maroc dans la lutte contre le terrorisme. Ce geste pourrait suggérer que ceux qui ont laissé ces objets, derrière eux, cherchaient à dissimuler des intentions trompeuses. Monsieur Norman Rowell, ancien directeur du bureau Moyen-Orient de la CIA et spécialiste du domaine, a exprimé son point de vue sur cette question et a tenu à revenir sur ce sujet. Selon lui, l'individu qui a abandonné ses armes l'a fait soit par ignorance, soit en raison d'une erreur de jugement de la part du groupe terroriste. Écoutons-le. Il est possible qu'un groupe terroriste ait acquis ces journaux maliens et les ait utilisés pour emballer les armes dans un autre pays avant de les transporter jusqu'à cet emplacement. Il est également envisageable que ces armes proviennent d'un petit groupe installé dans l'une des régions les plus reculées du Mali et qu'elles aient été transportées à travers d'autres pays avant d'arriver au Maroc. Cependant, les données disponibles ne sont pas cohérentes et les informations sont insuffisantes. Cela dit, il est important de souligner que les forces de sécurité marocaines, à travers la nature de l'enquête que vous avez observée, ont mené une opération de collecte de renseignements très professionnelle. La découverte de ces armes et l'arrestation de militants suspects témoignent de l'efficacité de cette opération. Je suis convaincu que cette enquête, en exploitant les interrogatoires des suspects et l'examen des armes, permettra de déterminer l'origine de cette contrebande. Qu'elle mène au Mali, à l'Algérie ou à un autre pays, il est bien connu que les cellules de Daesh opèrent dans toute la région. En revanche, il est fort probable que les forces de sécurité marocaines aient acquis une vision précise de cette opération. Il est possible qu'elles ne rendent pas ces informations publiques afin de protéger leurs sources, leurs méthodes et de préserver leur capacité à mener de futures opérations antiterroristes. Toutefois, il existe de bonnes raisons de faire confiance à la sécurité marocaine. Mesdames et messieurs, nous arrivons ainsi à la conclusion de cet épisode spécial de votre émission depuis Washington qui vous a présenté diverses opinions et idées. Nous vous laissons le soin de les commenter comme nous vous les avons fidèlement transmises et nous nous en remettons à vos réflexions. La guerre du royaume contre le terrorisme n'est pas nouvelle, mais ce qui est nouveau et novateur, c'est que toutes ces tentatives infructueuses s'inscrivent dans des campagnes de mensonges, de manipulation et de désinformation. Une danse du coq égorgé et une arme pour ceux qui ne croient plus pouvoir atteindre leur objectif par des moyens nobles. Au nom de toute l'équipe, je tiens à remercier nos distingués invités, M. Mark Feifel, M. Norman Rowell et l'ancien colonel David Desroches. Nous sommes également heureux d'avoir recueilli les points de vue de M. Clark Cooper et nous remercions notre chroniqueur, M. Georges Landretz. Je vous prie de bien vouloir suivre les plateformes de Médien TV sur les réseaux sociaux. Mohamed Saïd Wafi vous salue et vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Mark Feifel. À très bientôt. ولكن مع مقدمها المعتاد مارك فايفلي.